Et salut à tous! Avant de commencer cet épisode, sachez que j'ai une chaîne secondaire sur laquelle je fais du jeu vidéo. Et si ça vous intéresse, la chaîne s'appelle Le Compte Offshore. Haha, je sais, c'est désopilant. Le lien est en description. Ensuite, si les vidéos de cette chaîne vous semblent de qualité, vous pouvez nous soutenir via la plateforme Tipeee. Là encore, le lien est dans la description. Et plus important encore, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça ne change rien pour vous, mais ça change tout pour nous. Merci beaucoup et je vous laisse à votre épisode. Bon, le format de cette vidéo a légèrement évolué entre le moment où je l'ai écrite et le moment où je la tourne. Initialement, j'avais prévu de vous faire une première partie de vidéo où j'allais traiter de la violence au XVIIIe siècle au sein de la société française. Puis j'avais prévu de vous faire une seconde partie dans la même vidéo où j'allais vous parler des États généraux jusqu'à juillet 1789. Mais j'avais vraiment peur qu'il y ait un trop grand écart entre la première partie de la vidéo et la deuxième partie et que du coup elle devienne trop indigeste. Du coup, à la place d'une grosse vidéo, je vous propose 2 épisodes qui, rassurez-vous, pour une fois devraient s'enchaîner assez vite, attendu que je les ai déjà écrits et que là je suis en train de les tourner en même temps. D'ailleurs, votre avis sur la question m'intéresse. Est-ce que vous préférez des formats plus courts ou au contraire, est-ce qu'un format de 2 heures, ça ne vous effraie pas? Je vous avoue qu'en ce qui me concerne, il m'arrive de me payer des vidéos de 3 heures sur le lore obscur de Warhammer 40 000, donc mon avis est assez peu probant. Bref, comme annoncé, aujourd'hui nous allons nous attarder sur la question de la violence au sein de la société française au XVIIIe siècle. Pour voir que cette violence n'est pas subitement apparue avec la Révolution, mais qu'elle est déjà bien ancrée dans la société française 50 ans avant. Vous êtes prêts? Jingle. Il faut clarifier une chose. Les gens ne se sont pas mis à planter des têtes sur des pics comme ça d'un coup, comme si c'était une chose normale à la Révolution. La société française est très tendue dans les années 1780 pour tout un tas de raisons que nous avons déjà évoquées au fil des épisodes. Et ça provoque des violences, mais le tiers-état, et notamment les couches très populaires de cet ordre, ont déjà sombré dans la violence au moins 50 ans avant 1789. Beaucoup d'historiens recensent de violentes émeutes dans toute cette période, émeutes d'autant plus incompréhensibles qu'elles apparaissent dans un laps de temps où les conditions de vie se sont améliorées. Nous parlons là d'une époque qui précède très largement la famine pré-révolutionnaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh bien, il se pourrait que ce soit en partie dû à une évolution de la pensée. Le bas du tiers-état semble supporter de moins en moins l'oppression et l'injustice assumée vis-à-vis de sa classe. Notez que cette période coïncide avec la période des Lumières d'Angleterre, porteuse d'idéaux d'émancipation. Ce changement dans cette strate de la population est important à noter, parce que jusque-là, on comprend bien que la bourgeoisie, que la noblesse libérale, ou encore que le bas clergé souhaitent un changement radical du fonctionnement de la société française. Mais on n'est pas certain de voir en quoi le paysan moyen a plus intérêt à ce changement qu'au maintien de l'ancien régime. Or, le paysan français en a marre d'être écrasé, dominé par des classes qui lui seraient supérieures, qui lui refourguent tout le boulot, qui lui font payer pour tout et tout le monde, et qui le font passer en dernier systématiquement, en n'oubliant pas de l'humilier au passage. L'historien Timothy Tackett nous dit d'ailleurs « Tout le XVIIIe siècle a connu des milliers de rébellions, grandes ou petites, qui éclataient à tout propos. Dans 2/5 des cas, les émeutes étaient liées aux taxes et au refus de les payer. Les 3/5 restants pouvaient être des conflits provoqués par des conditions de vie insuffisantes, ou des conditions de travail déplorables, ou encore par le prix des aliments, voire par la décision prise arbitrairement par un officier royal ou par un seigneur. Arlette Farge, dans un article qui s'appelle « Les émeutes au XVIIIe siècle », montre que les rois, durant toute cette période, se sont préoccupés de la foule et de ses mouvements d'humeur. À travers l'étude de ce qu'on appelle les gazetins, c'est-à-dire les rapports faits au roi par sa police secrète, littéralement les rapports de gazette, au travers de ces rapports, Arlette Farge montre que les rois ne cessent d'interroger le lieutenant général de police pour savoir ce que pense la foule. Et le lieutenant général, en s'appuyant lui-même sur les rapports de ses commissaires, de ses inspecteurs ou de ses mouchards, fournit à son tour un rapport détaillé au roi. Et c'est une préoccupation qui est tellement centrale pour le pouvoir que ces rapports sont remis chaque semaine. Tous les mardis, le roi reçoit son petit papier.
C'est vous dire à quel point ça le préoccupe. Le boulot des agents qui rédigent ces rapports, c'est d'aller dans les tavernes, sur le perron des églises ou dans un marché, et d'écouter les discussions des passants. Et il est intéressant de noter que ces rapports sont extrêmement méprisants à l'égard de la foule observée. Elle est qualifiée de sans intelligence, d'inepte, d'épidermique, ou encore, et je vous jure que dans les textes, ça se veut insultant, de femelle ou d'enfant. D'ailleurs, ce qui est craint en particulier dans les rapports de police, ce sont les femmes, parce qu'elles sont très présentes dans les émeutes, et sont souvent les incitatrices à la révolte, et parce que la police craint leur détermination, et leur violence. Et cette crainte que la royauté avait de la foule plus globalement n'est même pas nouvelle au XVIIIe siècle. C'est elle qui a poussé Louis XIV à s'installer à Versailles, justement pour s'éloigner de la foule, notamment après l'épisode de la Fronde, pendant lequel Louis XIV, encore enfant, avait dû fuir Paris en pleine émeute. La foule est perçue comme versatile, changeante, et pour tout dire, incompréhensible. Elle est donc effrayante pour le pouvoir. Et pour bien comprendre les phénomènes de foule du XVIIIe siècle, il faut comprendre la vie urbaine de l'époque. À cette période, en ville, on vit dehors. Tous les habitants sont dans la rue toute la journée. Les ateliers sont ouverts sur la rue, sans porte. Il y a des marchands ambulants partout. Des travailleurs proposent leurs services à la criée. Littéralement, les gars crient dans la rue « Je cherche du boulot !» Indeed, France Travail, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de marchés avec des gens qui viennent des campagnes pour vendre leurs produits. C'est bien simple, la journée, tout le monde est dans la rue. Les appartements manquent d'ailleurs d'intimité et donnent les uns sur les autres. Les portes sont toutes ouvertes. Dans une ville comme Paris, les bords de Seine, les tavernes, les ponts sont couverts de monde. Il n'est jamais besoin de rassembler les gens pour une émeute parce que les gens sont déjà rassemblés. Ajoutons que nous sommes dans une société très pauvre. Et avec la pauvreté vient la nécessité, et avec elle la violence. Et dans ce contexte, un petit incident peut créer un énorme rassemblement. Un exemple concret. En 1725, une émeute éclate dans le faubourg Saint-Antoine à Paris. Suite à, et là tenez-vous bien, une dispute entre une boulangère et sa clientèle. Et une fois que cet événement anodin a réuni suffisamment de spectateurs indignés, alors dites-vous que tout peut arriver. C'est au nom de cette indignation que la révolte va commencer. Bon, dans ce cas précis, ne me demandez pas comment on est passé de « Bonjour, une baguette s'il vous plaît » à « Mort au système !» Ce qui est certain, c'est que l'émeute éclate et que l'armée la réprime avec force. Et on est d'accord, à cette époque, le flashball, ça n'existe pas. Quand je parle de force, je parle de tir à balles réelles et de charges sabre au clair. Il faudra une grande répression pour calmer tout le monde, mais les troubles liés à cet événement vont durer plusieurs mois. Au-delà des tirs sur la foule, de nombreux émeutiers vont être arrêtés et pendus. Pensez-y demain quand vous irez acheter votre pain au chocolat. Un bonjour et un merci, ça peut éviter une crise majeure. Il existe aussi des exemples qui nous paraîtraient plus cohérents aujourd'hui. Par exemple, en avril 1720 à Paris, des ordonnances royales sont prononcées à l'encontre des oisifs, c'est-à-dire des SDF. La police arrête en pleine rue les pauvres bougres pour les envoyer de force en Louisiane, qui à l'époque est une colonie française. Ces arrestations pour déportation scandalisent les passants qui vont intervenir pour empêcher la rafle. Et tenez-vous bien, la foule pourchasse alors les policiers dans les rues qui fuient pour leur vie. Et dès qu'elle les attrape, elle les lynche. C'est ainsi que sont massacrés les archers et les exempts de la police, venus accomplir la royale besogne. Nous sommes là encore bien avant 1789 et on constate que la violence dans le bas peuple est déjà bien installée. Un dernier pour la route. En 1750, à Paris, des ordonnances de police sont données pour que des enfants de 4 à 12 ans, jouant dans la rue et nommés polissons, soient attrapés puis enfermés. La rumeur enfle et se répand. La police arrêterait les enfants dans les rues pour les envoyer dans les îles. Dès lors, l'émeute démarre rue de la Calandre, où un enfant a effectivement disparu. La foule en colère se rassemble alors devant la maison du commissaire du quartier, rue Saint-Honoré. Un archer de la police en sentinelle est pris de panique face à la populace haineuse, et par peur, finit par éventrer un manifestant. Enfin, un mouchard de la police sera lynché en pleine rue. Apparemment, il finira noyé dans une flaque de boue. Cet épisode s'appelle l'émeute des polissons. Comme vous le voyez, une émeute au XVIIIe siècle pouvait démarrer très vite et pouvait partir très loin. De nos jours, les révoltes ne sont ni si violentes ni si faciles à démarrer. À titre d'exemple, aujourd'hui, si vous souhaitez vous révolter, il faut d'abord vous rassembler. Pour cela, il faut préparer, communiquer, avoir une réponse suffisamment positive de la part de la population. C'est compliqué. À l'époque, pas besoin. Les gens sont déjà dans la rue et ils se parlent. Là où aujourd'hui, notre société est plutôt individualiste. À l'époque, des solidarités se forgent dans les corporations, ou encore par appartenance à la même région du pays. Même dans les sous-classes de la société, on constate de la solidarité.
Les mendiants s'entraident, les voleurs, les coupeurs de bourse se filent un coup de main. Les classes précaires sont solidaires des plus pauvres qu'elles, conscientes qu'elles peuvent elles-mêmes devenir miséreuses très vite. Posez-vous la question. Qui aujourd'hui serait prêt à créer l'émeute pour défendre des SDF? Ensuite, observons la violence dirigée contre les forces de l'ordre. Dans l'émeute, on peut tuer le représentant de l'ordre, le policier, le soldat, parce que lui n'hésitera pas à vous tuer. La répression est extrêmement violente. On pend les émeutiers, on tire à balles réelles. Quelque part, la violence de la foule n'est que le reflet de celle exercée sur elle. En analysant notre société moderne avec notre morale actuelle, nous pouvons objectivement la considérer comme violente. Mais nous sommes très loin de la violence ambiante de l'époque. Et quand arrive la révolution de 1789 et que des têtes sont plantées sur des pics, ça fait déjà longtemps que les gars s'entraînent. Au XVIIIe siècle, il y a aussi des mouvements de foule qui sont provoqués par la faim. Mais il est intéressant de noter que ce n'est pas le seul critère qui peut faire éclater une émeute. En résumé, la révolte est assez imprévisible et jaillit quand certaines situations semblent intolérables au peuple. Mais en 1788, le peuple a faim et l'enjeu devient le pain quotidien. Littéralement. En juillet 88, le pain de 4 livres, qui est en gros la consommation journalière d'une famille de 4 personnes, coûte 9 sous. En novembre 88, 12 sous. En janvier 89, 14 sous. Juste avant les états généraux de mai 89, 15 sous. À la veille de la Révolution, il se vendra 4 francs, soit 80 sous. C'est plus que le salaire quotidien d'un ouvrier. Reste encore à payer les vêtements, le loyer et le reste. Sachant qu'on ne travaille pas tous les jours et donc on n'est pas payé tous les jours, par contre on mange quotidiennement. À cause de la pénurie de farine, il y a la queue devant toutes les boulangeries. Et dans ces queues, on discute. Qui est responsable alors? Par la faute de qui avons-nous faim? La réponse est simple. Le gouvernement. Après tout, c'est lui qui a autorisé la libéralisation du commerce. Le fameux traité avec l'Angleterre dont nous avons déjà parlé. Le lien est d'ailleurs dans la description. On accuse également les accapareurs, des spéculateurs qui vont stocker le blé pour faire monter les prix. Et dans toutes les provinces, les affamés vont se mettre à assiéger les lieux dans lesquels le blé est considéré comme accaparé. Voici quelques exemples. À Bagnols, dans le Languedoc, des ouvriers agricoles armés de bâtons forcent les consuls, c'est-à-dire les conseillers municipaux, à décréter la baisse du prix du pain. À Amiens, des habitants s'emparent du blé entreposé au couvent des Jacobins, qui est ensuite vendu à la population au tiers de sa valeur. À Sète, les maisons des boulangers sont simplement pillées. Dans ces émeutes se mélangent uniformément les ouvriers, les vagabonds et les bandits traditionnels. La frontière entre la classe du labeur et la classe dangereuse est dissoute. À Paris, il y a 700 000 habitants en 1788. Et on estime que 100 000 d'entre eux étaient des indigents, donc des personnes sans ressources, soit une personne sur 7. Il existe des institutions qui, même à cette époque, aidaient les pauvres, l'État ponctuellement, l'Église, et même de riches particuliers qui donnaient l'aumône. Eh bien, tout ça ne suffit plus à stabiliser ces classes qui sont dans une détresse absolue. Traditionnellement, les émeutes étaient locales, mais entre 88 et 89, elles éclatent dans tout le pays. Ce qui d'ailleurs a développé une théorie du complot à l'époque. On envisage qu'une personne, ou même qu'une organisation, est à l'origine de ces révoltes. Dans un journal royaliste, l'ami du roi, Montjoie, explique que les révoltes sont dues à la corruption de certains ouvriers qui sont achetés par des intrigants cherchant à déstabiliser le pays. Et concrètement, ce n'est pas impossible. Du moins, on peut le penser sur la base de certains témoignages. Mais il faut immédiatement ajouter que c'est anecdotique et que ça n'explique absolument pas la Révolution. Comme on l'a vu avec les Journées de la bricole, où là c'était la noblesse qui était montrée du doigt, c'est une accusation bien pratique à sortir par n'importe quel camp pour discréditer l'autre, que cette accusation soit fondée ou non. Pour autant, nous allons suivre au moins l'un de ces témoignages, ne serait-ce que pour vous donner un exemple. Nous allons nous intéresser au témoignage d'un Anglais en voyage à Paris. Cet Anglais s'appelle Arthur Young, il est agronome et il nous raconte ce que l'on va appeler l'affaire Réveillon. Young nous parle en préambule du lieu le plus agité de Paris, le quartier du Palais Royal, situé juste en face du Louvre. Comme nous l'avons déjà vu, le Palais Royal, c'est la demeure de Louis-Philippe d'Orléans, le cousin du roi de France, dont la famille détient le lieu depuis 1692. En 1780, Louis-Philippe fait construire des bâtiments autour du jardin du Palais Royal, l'idée étant d'en tirer une rente grâce à l'installation de commerces. Ainsi vont s'installer des cafés, des restaurants, des salons de jeux, et il faut le dire, pas mal de prostituées. L'endroit est très à la mode. Les bourgeois dépensent leur argent et les pauvres profitent simplement du jardin. C'est un lieu de brassage des classes. Et selon Yang, c'est également un lieu protégé par la police.
une faveur accordée au duc de Chartres. Puisque c'est un lieu de passage, il n'est pas rare de voir des orateurs monter sur des caisses pour s'adresser à la foule. Et la rumeur veut même que Louis-Philippe d'Orléans ferait distribuer de l'argent à des agitateurs pour pousser à la révolte. La rumeur s'appuie sur plusieurs faits. D'abord, Louis-Philippe, par son sang et par ses titres, peut sérieusement prétendre à la couronne de France. Ensuite, nous l'avons déjà vu, il est le grand maître du Grand Orient de France, l'ordre maçonnique. Une force souterraine puissante à cette époque, dont il peut user pour appuyer ses ambitions. Et enfin, ses relations avec son cousin se sont détériorées depuis un bon moment. Sous Louis XV, il avait pris le parti du Parlement de Paris en 1771, quand ce dernier refusait d'entériner les décisions royales. Dossier dont Louis XVI a hérité en 1774. Ensuite vient la bataille d'Ouessant, une bataille navale qui fut l'un des premiers affrontements entre la France et l'Angleterre durant la guerre d'indépendance américaine. Il semble que la France aurait nettement pu vaincre pendant cet affrontement, mais que le résultat de la bataille ait été très mitigé, et ce demi-échec serait dû au retard dans l'exécution des manœuvres imputées au duc de Chartres, Louis-Philippe d'Orléans, à qui on retirera sa charge de lieutenant général des armées navales suite à ça. Enfin, lors de l'Assemblée des notables de 1787, qui était déjà une première tentative de Louis XVI pour redresser les finances du pays, Louis-Philippe a manifesté publiquement son opposition au régime et à la cour. Donc tous ces faits mis bout à bout ont donné naissance à la rumeur selon laquelle Louis-Philippe paierait des agitateurs. Ce qui nous conduit à l'affaire Réveillon. Cette affaire, c'est 2 jours d'émeutes à Paris, les 27 et 28 avril 1789. Au départ, ces émeutes visent le fabricant de papier peint Réveillon et le fabricant de salpêtre Henriot pour des propos qu'ils auraient tenus durant une assemblée de district. Petite précision, une assemblée de district, c'est un genre de réunion visant à préparer les états généraux qui auront lieu en mai. À cette occasion, Réveillon aurait alors dit que les ouvriers pouvaient bien vivre avec 15 sous par jour. Rappelez-vous pour le contexte qu'à ce moment-là, c'est plus ou moins le prix pour 4 livres de pain. Sauf que Réveillon a toujours nié avoir eu cette sortie, et que lui-même paye ses ouvriers 25 sous par jour, quand ce n'est pas plus. C'est d'autant plus incompréhensible que Réveillon a la réputation d'être un bon patron. Par exemple, durant l'hiver précédent, entre 1788 et 1789, alors qu'il avait été forcé de mettre ses salariés au chômage technique, il avait continué de les payer, ce qui n'était pas une pratique courante. Et là encore, c'est tous ces faits mis bout à bout qui peuvent faire penser que la révolte que je vais vous raconter a été montée en épingle, bien que, je le redis, la chose n'a jamais été clairement établie. La révolte commence le 27 avril, jour chômé puisqu'il s'agit du Saint-Lundi. Venant du faubourg Saint-Antoine, 500 à 600 ouvriers arrivent en cortège avec des effigies de Henriot et de Réveillon. L'agitation grandit et les ouvriers finissent par piller la maison de Monsieur Henriot. Ils vont jusqu'à entasser ses meubles dans la rue avant d'y mettre le feu. Le lieutenant général de police fait venir des renforts et il envoie le régiment de cavalerie, le Royal Cravate. Et là, pardon de vous couper en pleine action, mais c'est le moment du fun fact. Oui, ce régiment s'appelait bien le Royal Cravate. C'est le nom officiel, et la raison, c'est que les gens étaient très cons. Vraiment. À l'origine, ce régiment était composé de gens venus de Croatie, donc des Croates. De fait, le régiment s'appelait le Royal Croate. Est-ce que vous voyez venir la dyslexie? Mais vu que le Pégu moyen n'avait pas la moindre foutue idée de ce que pouvait être la Croatie, il croyait sincèrement que ce régiment s'appelait le Royal Cravate. C'est donc comme ça qu'il s'est officiellement appelé. Voilà. Ah! C'est aussi l'occasion de préciser un aspect sur l'armée française de cette époque que je n'ai pas encore évoqué. Un certain nombre de régiments qui se battent pour la France ne sont absolument pas français. Le Royal Cravate ici, mais vous avez également le Royal Allemand ou encore les Gardes Suisses. Ce sont généralement les régiments les plus craints en France, puisque, n'ayant pas d'attache dans le pays, ils sont vus comme des mercenaires capables des pires horreurs. Bref, revenons à Henriot. Il se fait piller sa baraque, cramer ses meubles, et c'est là que la cavalerie arrive, appuyée par les gardes suisses. Cette présence militaire apaise les esprits, et les gens rentrent chez eux. Mais dès le lendemain matin, ça repart! Et cette fois, les ouvriers de Saint-Antoine sont rejoints par des manifestants du faubourg de Saint-Marcel. Dans l'après-midi, ce qui devait bien représenter 1 millier de manifestants, est allé chercher en renfort les 500 ouvriers de la manufacture des glaces. S'y ajoutent divers compagnons, des artisans qui ont été amenés par des émissaires qui sont allés les chercher directement dans les ateliers. Et toute cette foule arrive chez Réveillon. Mais le bâtiment est défendu par le Royal Cravate. Face à l'agitation, l'armée reçoit l'autorisation de tirer si nécessaire. Dans son rapport au roi, le lieutenant en charge du maintien de l'ordre ce jour-là dira que la manifestation était contre Réveillon,
mais que globalement, les gens réclamaient la diminution du prix du pain. Cette fois, l'armée ne parvient pas à dissiper la foule par sa simple présence. Les gens montent sur les toits pour faire un remake de la journée des Tuiles, lançant des bouts de cheminée et des tuiles sur les soldats. Les agents royaux sont vite dépassés. Les émeutiers prennent la maison et la pillent. Une nouvelle fois, ils emportent ce qu'ils peuvent et ils foutent le feu. Puis bon, là encore, comme Clermont-Tonnerre lors de la journée des Tuiles, Réveillon a de nombreuses bouteilles de vin dans sa cave. Je vous laisse imaginer comment elles finissent. Les affrontements font rage de 6 à 8 heures du soir, mais à la nuit tombée, des renforts arrivent. Et ils apportent des canons. Des vrais canons, hein, pas des canons à eau, avec de la poudre, des boulets, pour tirer à travers les rues de Paris. Ah non, mais nos bavures policières modernes ne sont pas au niveau, je te le dis. Imagine le petit habitant du quartier qui n'a rien à voir avec cette embrouille. Maman, je vais chercher du... D'accord. Pense bien à ramener du lait aussi. On en a plus. La répression est féroce, le nombre de morts est colossal. Nous n'avons pas les chiffres exacts, mais on s'accorde entre plusieurs centaines et 1 millier de morts. Le lendemain, 2 émeutiers sont pendus en place de grève. Un quart d'heure de matelas et un portefaix. 3 semaines plus tard, un scribe est pendu porte Saint-Antoine, toujours en lien avec cette émeute. 5 émeutiers ont eu la mauvaise idée de boire le vin de Réveillon directement dans sa cave. On les a retrouvés ivres-morts sur place. Ils ont été mis au pilori, marqués au fer rouge et envoyés aux galères à perpétuité. Ah, ça déconne zéro, hein. Mais comparativement aux tirs de canon dans la foule, on est redescendu d'un cran. Les historiens, aujourd'hui encore, galèrent réellement à expliquer cette émeute. Des rumeurs racontent qu'on a retrouvé dans les poches de certains morts et blessés de l'argent enroulé dans du papier. Et certains émeutiers, sur leur lit d'hôpital, auraient avoué avoir reçu de l'argent pour participer à l'émeute. C'est en tout cas ce qu'indiquent les rapports de police. Dans une lettre à son ministre en Italie, l'ambassadeur du royaume de Naples dit qu'il y avait dans la foule des meneurs aux ordres de personnes haut placées. Évidemment, le duc d'Orléans est désigné par la rumeur comme l'instigateur de la révolte. Le duc de Chartres aurait eu l'ambition de créer une monarchie parlementaire dont il aurait été le roi. Et bien que ce soit la rumeur à l'époque, aucune preuve matérielle ne l'indique. Et si la révolte a pu être orchestrée, la raison première de son existence n'est de toute façon pas artificielle. Le prix du pain est une cause, et l'exclusion des plus pauvres pour le vote des États généraux à Paris en est une autre. À Paris, ceux qui paient moins de 6 livres de capitation n'ont pas eu le droit de voter pour leurs représentants aux États généraux. Conclusion, que ce soit au niveau du pouvoir, de la police ou de la population de base, le bas tiers-état, la violence dans la société française du XVIIIe siècle est installée depuis longtemps. La population n'hésite pas à y recourir pour faire valoir ses droits, son indignation ou pour sa survie. Et la police et le pouvoir pour choquer et pour tuer dans l'œuf toute contestation de l'autorité. Ce qui fait que le climat de tension qui existe entre le pouvoir et la population en 1789 n'est pas né à cette période. Mais il a été accentué par toutes les crises qu'a traversé la France et par des institutions archaïques dans lesquelles les gens ne se reconnaissent plus. En mai 1789, quand les États généraux s'ouvrent, la tension est à son paroxysme. Tous les indicateurs sont au rouge, et les États généraux sont perçus par beaucoup comme l'ultime espoir pour un changement profond, qui permettra au pays et aussi aux classes les plus précaires de se relever. Le roi donne enfin la parole au peuple, son avis va être pris en compte, et dans le prochain épisode, nous allons voir que ces espoirs vont être tellement piétinés qu'en 2 mois, l'Ancien Régime va s'écrouler. Je suis désolé, au final cet épisode était un peu court, et pour cause, à l'origine il avait été écrit pour être l'introduction du prochain épisode. Pour vous donner un ordre d'idée, ce que vous venez de voir, c'est 6 pages de texte. Le prochain épisode qui va traiter de la première partie des États généraux, donc concrètement de mai à juillet, c'est 17 pages. Et sincèrement, il se passe tellement de dingueries dans ce laps de temps que je ne peux pas faire plus court. Quoi qu'il en soit, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'est littéralement 2 clics pour vous, et pour moi, ça change juste l'intégralité de ma vie. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, et à bientôt dans le prochain épisode.